Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour ce 35e Midi de la microfinance et de l'inclusion financière. J'ai bien dit 35e. Félicitations pour ce chiffre rond et félicitations aux collègues de l'ADA pour l'organisation depuis 2006 de ces conférences dédiées à la finance inclusive qui ont rassemblé en 10 ans une cinquantaine d'intervenants spécialisés du monde entier et un public toujours aussi intéressé. Merci à vous d'être venus encore une fois aussi nombreux aujourd'hui. Le sujet du jour porte sur les fonds microfinance, défis et opportunités d'un investissement socialement responsable. C'est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur à la Banque de Luxembourg. Et c'est un sujet dans lequel nous sommes actifs à deux niveaux. Tout d'abord, en tant qu'initiateur de fonds microfinance, pour offrir à notre clientèle privée des produits financiers qui leur permettent d'investir de façon socialement responsable. C'est ainsi que nous avons lancé, depuis 2010, 3 fonds microfinance successifs. Ensuite, en tant que banque dépositaire et administration centrale de fonds microfinance et de finances d'impact, nous sommes, depuis 2006, banque dépositaire et administration centrale de tels fonds qui sont gérés par des acteurs de très grande renommée comme Responsibility, le Fonds européen d'investissement, comme Symbiotics, pour n'en citer que quelques-uns. Et nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir au jour le jour dans leur travail. Quelques chiffres avant de passer la parole à nos collègues, à nos invités, et avant d'entrer dans le vif du sujet. Le secteur des fonds microfinance représente aujourd'hui 11 milliards de dollars qui sont gérés par une bonne centaine de fonds microfinance. L'argent ainsi investi finance les instituts de microfinance qui sont sur le terrain en local. Au niveau mondial, on estime à 10 000 le nombre d'IMF, mais seuls quelques 500 IMF font partie du Tier 1 ou Tier 2 et bénéficient de la plus grande partie des financements qui sont accordés par les fonds. La croissance des actifs des fonds s'est un peu ralentie sur les 2 dernières années, mais de façon globale, je dirais, les marchés de la microfinance continuent de croître. On s'attend pour l'année 2016 à une croissance moyenne entre 10 et 15%. Bien évidemment, avec des disparités en fonction des régions ou des continents et aussi des défis et des opportunités très différentes en fonction des régions dans lesquelles on opère. Je laisse à présent à Arnaud la parole pour présenter les invités et également les défis, les opportunités et surtout les perspectives des fonds microfinance. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça marche. Donc, mon nom est Arnaud Gillin, je suis de la société Impact. Nous sommes une société de conseil basée ici à Luxembourg dans la création de fonds de microfinance depuis 2007, fonds de microfinance et fonds d'Impact Finance. Donc, bienvenue, merci Lucienne, bienvenue à ce 35e Midi de la microfinance qui a été organisé avec la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire luxembourgeoise, avec le soutien aussi de Infine et évidemment avec la collaboration de la Banque de Luxembourg. Alors aujourd'hui, on va un petit peu brosser le statut actuel des fonds de microfinance, qu'on appelle aussi MIVs, pour Microfinance Investment Vehicles, qui est un secteur de fonds de microfinance qui a débuté, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Et au cours de ces 20 ans, il y a eu énormément d'évolutions. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai, je ne vais pas dire 2 dinosaures, mais 2 anciens déjà du secteur, malgré leur jeune âge, qui vont pouvoir nous permettre d'illustrer un petit peu tout ça, en brossant un petit peu l'évolution des dernières années, les challenges qu'on a aujourd'hui et comment ils voient leur futur. Donc j'ai le plaisir de vous présenter mon équipe de rêve, ou plutôt la Mannschaft de rêve, à ces quelques jours de l'Euro, puisque à ma droite, j'ai Martin Heimes de Responsibility, la société de gestion basée à Zurich, en Suisse, qui est tout simplement le plus grand gestionnaire de fonds de microfinance et d'impact finance au monde.
Et à ma gauche, Caspar Van Sleben, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, j'imagine, qui est donc le directeur général du fonds basé ici à Luxembourg, le Luxembourg Microfinance Development Fund. Tous deux sont dans le secteur depuis, je vais dire, 12, 13, 14 ans, en ayant commencé aux alentours de 2003. Pour Caspar, il a commencé via un Planet Rating, donc une société de rating en microfinance, pour ensuite rejoindre le comité d'investissement de LuxMint, qui est l'ancêtre, on va dire, du LMDF, pour ensuite prendre la direction du LMDF en 2009. Caspar, outre son fonds, est investi dans énormément d'autres actions liées à la microfinance, dont notamment aussi le board du véhicule qui s'appelle MFX, qui permet aux institutions de microfinance et aux fonds de microfinance d'accéder à des instruments de risque de change lorsqu'ils n'ont pas cet accès via le système bancaire habituel. Martine, à la direction du département origination, donc c'est-à-dire mise en place des deals avec les institutions de microfinance pour leur fournir des instruments de dette au niveau de responsibility, donc considérant la taille de responsibility, je pense qu'il a une vue relativement large sur l'ensemble du marché. Il vient aussi du secteur depuis plusieurs années et a participé à la création et surtout la gestion maintenant des fonds considérés comme le plus grand fonds de microfinance au monde, le European Fund for Southeast Europe, donc investissant dans les IMF en Europe de l'Est. Il a également participé à la mise sur pied d'un fonds local au Maroc, JIDA. Et donc, depuis environ une dizaine d'années, je pense, a rejoint Responsibility et en fait une des forces de cette société de gestion. Alors, pour vous permettre de comprendre un petit peu la différence et la complémentarité de nos deux orateurs aujourd'hui, je vais aller via une série de questions relativement courtes pour qu'on comprenne un petit peu je vais dire David et Goliath en termes de taille, mais surtout la complémentarité. Pourquoi est-ce que le secteur de la microfinance a besoin de ces David et Goliath pour continuer à se développer? Alors, je vais peut-être commencer par Martine. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la taille de votre société en termes de taille d'actifs sous gestion, du staff que vous avez, du nombre d'IMF que vous soutenez et le nombre de pays que vous couvrez? D'accord. D'abord, bonjour. Bon midi. Merci de m'avoir invité. Très rapidement, pour Responsibility, on est là depuis 12 ans dans le marché. Aujourd'hui, on a environ 240 employés, mais on est sur plusieurs secteurs et dans la microfinance, institution financière, on a peut-être une équipe de 40 à 50 personnes qui s'occupent de ça. On travaille directement avec environ 200 institutions, microfinance et banques. On n'est pas seulement sur la microfinance pure, dans le sens institutionnel, mais on a aussi des banques un peu plus diversifiées. Et on est investi aussi dans des holdings qui ont le même en plusieurs antennes. Alors ce chiffre peut aller jusqu'à 400 institutions avec lesquelles, direct ou indirectement, on a des liens. Caspar? Alors, merci Arnaud. Ça fonctionne? Vous m'entendez? Non. À mon avis, il faut appuyer sur le bouton. Hello? Okay, I'm just going to speak. I'm switched on. Good. Thank you. Donc, très brièvement, merci pour l'invitation. Merci à la Banque de Luxembourg, à ADA, pour organiser cet événement. Très rapidement, LMDF aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros d'actifs. Le staff, c'est 4 personnes LMDF plus 5 chez ADA. On finance 41 institutions microfinance dans 20 pays aujourd'hui. Donc, il y a à peu près un facteur 10 entre Responsibility et nous, juste une grandeur d'autre. Voilà, et alors, comme je disais, vous êtes relativement complémentaires, notamment dans le type d'institution de microfinance que vous visez. Donc, Caspar, est-ce que vous pouvez nous dire, donc si on découpe le type d'institution de microfinance en les très petites, qu'on appelle aussi les Tier 3 MFI, donc qui ont un total de portefeuille en dessous de 5 millions, les Tier 2 entre 5 et 50, et au-delà de 50 millions
les tiers 1, quel est plus ou moins le split entre les différents types d'IMF que vous soutenez? Donc, l'historique du fonds LMDF, c'était qu'il était créé en 2009 très spécifiquement pour adresser les besoins de financement des petites institutions de microfinance. Donc, aujourd'hui, on a 92% de notre portefeuille qui va à des institutions qu'on appelle tiers 2. Moi, j'aime pas trop cette expression. C'est comme c'était le deuxième niveau des institutions en termes de qualité. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'ils se trouvent dans une stade de développement qui n'est pas encore, où ils ne sont pas encore arrivés à la maturité des grandes institutions. Donc, on préfère les IMF émergentes. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée de taille de financement que vous donnez, un deal typique que vous faites? Typiquement, nous finançons de la dette senior. Transaction typique, c'est 400 000 euros à peu près, entre 3 et 5 ans maturité, soit en dollars, soit en monnaie locale. On peut faire monnaie locale, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc ça, c'est la transaction typique. D'accord. Martine. Ouais. D'accord. Je donne un peu la même information. Voilà. Alors le facteur 10, je pense, se joue aussi ici. Nous, j'ai oublié de dire avant, on a environ 1,7 milliard dans le secteur financier investi. Le moyen, exposition avec les institutions, c'est environ 8 millions. Et dans le tiering, le split entre types d'IMF. Exactement. Là aussi, on est dans l'opposé. On est plutôt axé sur les grands IMF, les leaders dans leur marché. On a 60%, j'ai regardé ces chiffres hier, on a 60% dans les tiers 1, selon cette définition. Et on a presque 40%, presque tout le reste, c'est les tiers 2. Et on a 5 ou 6 institutions avec un total actif au-dessous de 5 millions. Donc, par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez des points communs, malgré la différence de taille. C'est notamment en termes de type d'investisseurs que vous ciblez. Donc, peut-être que Marty, vous pouvez expliquer un petit peu justement les types d'investisseurs et la proportion de chacun des investisseurs dans votre portefeuille. Ouais. Alors, dans nos fonds de microfinance, aujourd'hui, on a plus d'investissement public. Alors, c'est à 100% privé. Tout au début, on a eu une petite aide aussi de l'État suisse, mais ils se sont retirés après quelques années. Et je pense que le succès de Responsibility, c'était vraiment d'arriver à un volume important dans le retail. Alors, depuis le début, on a toujours travaillé à travers les banques qui ont placé les fonds pour nous, notamment en Suisse. Aujourd'hui, on a peut-être 60% des fonds levés, ça vient du marché suisse. Et la division entre retail et institutionnel, c'est environ les 50%. LMDF s'adresse à 3 types d'investisseurs. Et ça, la structuration se fait à travers des classes d'actions qui ont des caractéristiques assez différentes au niveau risque, rendement et impact. Et donc, on a une classe publique qui est 19% du volume global aujourd'hui, qui sert comme capital à risque, parce qu'en finançant les petites institutions de microfinance dans les pays qui sont peut-être encore un peu plus compliqués, on prend des risques qui sont peut-être parfois plus élevés que d'autres veulent prendre. 67% de notre argent vient des investisseurs institutionnels dans une autre classe d'action. Et finalement, nous avons une classe pour le grand public, son minimum d'investissement, et où aujourd'hui c'est 14% du volume du fonds, et c'est la classe qui a la croissance la plus rapide. Signe relativement intéressant et récent qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la microfinance comme investissement au niveau des particuliers. Surtout pour nous, axé sur le Luxembourg. On ne fait pas une distribution active en dehors du Luxembourg. Merci. Donc maintenant, vous savez tout de Responsibility de LMDF. Les questions seront à la fin de la session. Maintenant, Marty, pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous avez vu évoluer le secteur lors de ces 3 dernières années? Donc on prend un secteur qui a commencé plutôt dans les années 90. Maintenant, il y a eu beaucoup de croissance. Il y a quelques chiffres qui ont été donnés par Lucienne. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le secteur d'un point de vue de la demande des institutions de microfinance, mais aussi des attentes de vos investisseurs? D'accord. Dans ce contexte-là, je pense qu'il y a 2-3 choses que je veux bien mentionner.
D'abord, on voit maintenant, surtout l'année dernière, mais ça a commencé vraiment il y a 2-3 ans déjà, et on voit au niveau global une augmentation quand même un peu des risques. Et notamment, dernièrement, on a tout ce qui concerne la Russie et les pays alentours qui ont eu des dévaluations importantes. Et il y a 2 effets. À la fin, il y a vraiment moins de demandes. Les institutions se focalisent sur autre chose ce moment-là. Et aussi de notre côté, on limite l'offre parce que les risques sont élevés. Ça, c'est une région, mais on voit, sur notre échelle, peut-être on voit aussi les développements en Amérique latine, où ça devient aussi un peu plus risqué qu'avant. Ça, c'est un développement. L'autre développement, c'est pour nous, personnellement, on devient aussi le prestataire de fonds le plus important dans beaucoup d'institutions. Alors, on atteint aussi un peu nos limites de collaboration avec nos partenaires. Il faut qu'ils aient une gamme diversifiée de refinancement. Alors, la croissance que nous, on peut avoir avec les institutions mondialement, mais ça s'imite aussi à la croissance de ces institutions. Ce n'est pas possible de gagner plus de parties de marché à l'infini. Et peut-être la troisième chose, si on retourne sur les marchés, il y a quand même des signes aussi qu'il y a des évolutions de marché, des approfondissements des marchés des capitaux. Eh bien, dans notre contexte, l'exemple principal, c'est toujours le Pérou. C'était depuis le début de Responsibility, c'est toujours le pays avec le plus de volume, même plus que 10% dans nos fonds. Aujourd'hui, c'est à la 5e position avec 4 ou 5% du fonds. Alors là, vraiment, on a des IMF qui ont moins besoin des acteurs comme nous. Ils peuvent s'endetter ou se refinancer localement. Les prix que nous, on offre ne sont pas toujours intéressants. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas tous les pays en voie de développement qui se développent comme la Pérou ou qui peuvent même atteindre ce niveau à court terme. Mais c'est quand même un début. On a toujours pensé à un certain temps, peut-être les MIV, ça devient moins important. Maintenant, on a des cas concrets où ça commence. Et ça, ensemble, si on fait un petit sommaire pour nous, mais aussi pour d'autres fonds qui sont dans le même segment, on a atteint quand même un certain plateau de volume dans la microfinance. C'est vrai que la microfinance, il y a une croissance ici et là, il y a des différences régionales énormes. En Afrique, en Asie, il y a beaucoup de potentiel encore. Mais si on met tout ensemble, on voit qu'on est plutôt constant dans notre exposition dans le secteur. D'un point de vue des investisseurs, quelles sont leurs attentes? Quelles ont été leurs attentes? Et comment est-ce que vous voyez comment les investisseurs pourront réagir dans les mois, dans les années à venir face à ces challenges qui arrivent dans la microfinance? Donc vous avez cité les problématiques qui sont liées à la crise en Russie, les problématiques qui sont liées au pétrole, au prix du pétrole qui a chuté, qui remonte un petit peu, mais qui a chuté. Donc il y a quelques crises en microfinance. Comment est-ce que vous voyez les investisseurs réagir et quelles sont leurs attentes? Il y a peut-être 2 volets. Un, c'est les volumes. Aujourd'hui, on est dans une situation où la croissance a baissé. On s'est habitué à des taux de croissance vraiment de 30%. On a atteint des volumes où ça devient intéressant pour des institutions qui investissent pas au-dessous de 50 millions. Mais aujourd'hui, il faut gérer ça d'une manière très, très prudente parce que sinon, on accumule plus de cash. Alors ça c'est vraiment un des défis à gérer, d'équilibrer un peu offre et demande. C'est comme un marché. Et le deuxième volet un peu plus important, c'est les risques. On a parlé de Russie et plusieurs pays dans les alentours. On a vraiment beaucoup plus de provisionnement qu'avant. Et aujourd'hui, nos fonds, dans leur rendement, ils sont un peu au-dessus ce qu'on normalement attend et ce qu'on promet aux investisseurs dans le long terme. Alors on est dans un cycle et on a eu des rendements qui étaient un peu au-dessus. Aujourd'hui, on est peu en dessous. Alors, je pense pour nous, c'est aussi un test. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas vraiment une réaction des investisseurs. Il y a un peu moins
d'un flux, mais on n'a pas vraiment vu des sorties importantes. Je pense que l'histoire est encore intacte. Et on a toujours fait, surtout chez Responsibility, je pense qu'on a toujours fait vraiment gaffe qu'on ne vend pas nos fonds à des investisseurs qui ont une vue à court terme. C'était toujours avec au moins 5-10 ans de l'horizon. Et là, on peut aussi digérer des années avec une performance un peu plus faible, on pense. Mais le vrai test, je pense, c'est sur les 12 mois qui viennent. Et on va voir comment on va gérer avec la communication et directement, indirectement avec nos investisseurs. Caspar, vous visez d'autres types d'IMF, on va dire peut-être des investisseurs peut-être un peu plus locaux par rapport à Responsibility, des tailles, donc vous avez dit 30 millions d'actifs, 1,8 milliard d'actifs. Donc, comment est-ce que ça vous impacte ou vous impacte beaucoup moins en termes de vos IMF qui sont soutenus, mais également vos investisseurs? Comment est-ce qu'ils voient la problématique actuelle? Oui, je crois que notre vision de ce qui est notre marché, qui est peut-être un peu différent de ce que les cibles pour Responsibility, est quand même un peu différente et un peu plus positif que ce constat qui est quand même plutôt d'une stagnation et une phase de transition peut-être à quelque chose d'autre. Ce que nous voyons, c'est suite à la crise financière, quand effectivement la croissance a un peu arrêté, qu'on est sur les derniers 3 ans, sur le segment des tiers 2, petit tiers 2 et tiers 3, sur une croissance relativement solide. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir, si on parle de petites institutions de microfinance, ça veut dire aussi souvent nous sommes dans des marchés moins développés, donc là où il reste beaucoup à faire. Donc je pense que cette thèse qu'il y a un potentiel de croissance important reste relativement intacte pour nous. Je pense, mais ce qu'on constate quand même, c'est que même dans ces contextes-là, il y a une augmentation de la compétition entre institutions de microfinance au niveau du financement. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, qui peut-être était moins une réalité il y a 5 ans. Donc, même au niveau des contextes plus ruraux, des contextes plus difficiles, on constate que la compétition est quelque chose qui est en augmentation et une réalité de la vie quotidienne des institutions aujourd'hui. Troisième point, et là je rejoins peut-être Responsibility, effectivement il y a des effets plutôt macroéconomiques. Je pense que la situation en Amérique latine est effectivement plus compliquée aujourd'hui ce qu'il a été il y a 3 ans. Donc il y a des changements macro qui interviennent. C'est fait que les institutions se financent de plus en plus localement à travers l'épargne et à travers des marchés financiers locaux est évidemment moins vrai dans notre niche parce que, vu leur statut de régulation et leur jeunesse, peut-être, ces institutions n'ont souvent pas encore accès soit à l'épargne, soit aux marchés locaux pour le refinancement. Mais ce qui fait que c'est un segment qui devient attractif. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est un peu que nous avons toujours travaillé sur cette niche-là. Et aujourd'hui, le Goliath de ce monde commence à s'intéresser à ça parce qu'il y a une histoire positive et une diversification par rapport aux grandes institutions. Donc on constate aussi qu'il y a plus de compétition à ce milieu-là, ce qui nous amène à peut-être repenser un peu notre positionnement dans le marché. Avant de passer aux questions de l'audience, comment vous voyez tous les deux l'évolution du secteur? Donc il y a des challenges, il y a des questionnements des investisseurs. Il y a potentiellement le fait de dire finalement, est-ce qu'on a encore besoin de ces investisseurs internationaux? Donc si les sources de financement local se développent suffisamment, ce qui était un peu l'idée initiale de ces fonds d'investissement internationaux, c'est de se dire on aide les institutions de microfinance à se développer, mais au final ils doivent être autonomes, les pays doivent être autonomes. Le Maroc en est un bon exemple où l'ensemble de l'industrie du Maroc pas dernièrement, mais jusqu'au début, était relativement autonome, financé par les banques locales. Donc, comment est-ce que vous voyez évoluer le secteur des MIVs? Comment vous voyez-vous, personnellement, dans vos rôles un peu différents, évoluer votre rôle? Et aussi, d'un point de vue des investisseurs, maintenant, les investisseurs ont beaucoup d'autres choix que la microfinance. Il n'y a plus uniquement la microfinance comme
investissement socialement responsable. On parle de l'impact finance, il y a énormément de thèmes qui sortent, énergie renouvelable, agriculture, éducation, et ainsi de suite. Est-ce que l'intérêt ne va pas bouger vers ces nouveaux thèmes peut-être un peu plus sexy, parce que la microfinance est connue? Voilà, beaucoup de questions. Donc, l'évolution du secteur, votre rôle et comment vous voyez l'évolution de la demande des investisseurs, peut-être. Oui. Ok. Oui. Au niveau, donc on a discuté déjà certaines choses de l'évolution du secteur, mais je pense que c'est pas une nouvelle chose que le secteur de la microfinance évolue. Elle a toujours évolué. C'était quelque chose qui était assez dynamique pendant les dernières 15-20 ans. Je pense, derrière cette question, il y a un peu l'hypothèse, est-ce que nous arrivons au bout de l'histoire? C'est-à-dire, notre travail en microfinance est fait, let's claim victory, go home, on fait d'autres choses. Et je ne crois pas à ça. Je crois fondamentalement que nous ne sommes vraiment pas à ce point-là. Donc, juste comme exemple, en préparant cette discussion, j'ai regardé, on a une étude de saturation des marchés qui s'appelle l'étude Mimosa. Mimosa couvre 28 pays. Bon, sur la planète, on a 194, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de pays où, dans cette étude, on ne posait même pas la question de la saturation du marché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, ça, c'est le premier point que je pense qui est important pour nous. Il reste énormément de pays, de contextes où la microfinance a un rôle à jouer dans l'inclusion financière des populations exclues aujourd'hui des services financiers. Et ça, c'est important. Et je pense, le deuxième point, si on réfléchit plutôt des attentes de nos clients, des investisseurs qui achètent ces produits MIV, je pense qu'il y a beaucoup des contacts aujourd'hui des gens qui sont intéressés dans le secteur impact, finance d'impact, donc qui veulent mettre la finalité de ce qui se passe avec cet argent vraiment comme un élément très important des décisions d'investir. Et quand ils regardent différentes options, ils viennent vite à la conclusion que les produits microfinance sont probablement les produits les plus matures, les plus sophistiqués aujourd'hui pour investir dans une logique d'impact. Il est très difficile pour un institutionnel ou même un individu d'investir dans d'autres choses que la microfinance dans le segment impact. Donc ça, on voit de plus en plus d'intérêt qui est porté par cet changement peut-être aussi au niveau du comportement des investisseurs. Je pense qu'il y a d'autres générations et suite à la crise, il y a aussi cette repensée qu'est-ce que c'est la finance, qu'est-ce que le secteur financier et microfinancier doit faire et pas faire. Donc ça, c'est peut-être plus au niveau attente des investisseurs. Maintenant, il y avait le point sur, il y a d'autres choses que la microfinance, il y a d'autres secteurs qui sont importants. Je pense qu'il est relativement clair que la microfinance ne va pas arriver à faire tout. Ça reste limité à l'entrepreneuriat, ça reste limité à une activité économique. Je pense que ça va être difficile d'adresser certains défis écologiques, par exemple. Mais je pense, même dans ce sens-là, la microfinance aujourd'hui comme secteur qui a créé des acteurs locaux très forts, très durables, très viables et qui ont leur propre identité, leur propre agenda, leur propre objectif, ça c'est quelque chose qui inspire beaucoup les autres secteurs. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Je vais arrêter. Moi, je peux parler beaucoup de plus de temps, mais je pense que ça sert comme une inspiration dans des autres secteurs qui commencent à construire la même chaîne, la même qualité des liens entre les différents acteurs. La même question. Voilà. Très bien. Alors on a fini. Merci, au revoir. La même question chez vous. Responsibility, vous vous diversifiez beaucoup. 3 milliards d'actifs, il y en a 1,8 milliard en microfinance. Ça veut dire que vous faites beaucoup d'autres choses. Donc vous présentez vos fonds à des investisseurs d'impact en général. Comment est-ce que vous voyez la partie microfinance évoluer à l'intérieur de ça et comment vous voyez votre rôle, surtout quand vous nous expliquez que certains marchés sont saturés et donc peut-être le rôle de volume est peut-être moins important d'arriver avec du volume en microfinance, ou peut-être l'est toujours. Je sais pas. Non, d'accord. Bon, peut-être d'abord, pour nous, chez Responsibility, on n'était pas fondé comme une société qui se focalise sur la microfinance. Non, mais on était, dès le début, on était là pour les investissements d'impact.
Et c'était simplement, et c'est la vérité aussi aujourd'hui, c'est la microfinance qui a pris cette volume. Non, mais on a commencé très tôt avec l'agriculture aussi. Aujourd'hui, on a un troisième volet, l'énergie soutenable, où on travaille beaucoup là-dessus. Et ça vient premièrement parce qu'on veut offrir plusieurs choix aux investisseurs. Non, on veut utiliser le réseau, les contacts qu'on a pour vendre d'autres produits. Et deuxièmement, on ne veut aussi pas être seulement dépendant d'un seul thème, hein, comme entreprise gestionnaire de fonds. Alors on veut une diversification. Aujourd'hui, quand même, on a à 80% de nos revenus, ça vient de l'activité microfinance. Okay, alors ça c'est une chose. L'autre c'est, moi aussi je pense pas que, voilà, on est déjà dans une phase produit mature et ça a une décroissance et il faut penser à complètement autre chose. Mais je pense qu'il faut peut-être prendre une autre perspective sur le potentiel de croissance. On est là, on est dans un autre monde et ça va peut-être changer aussi encore un peu. On a parlé de la Russie, mais peut-être ça revient dans 5 ans. Mais les taux de croissance qu'on a eu avant, pour nous, pour les fournisseurs de fonds, de 30%, 40%, je pense que ça va être difficile à réétablir. Le secteur va grandir encore, déjà avec les moyens de prêt, taille moyen de prêt, chaque année, les 10% que ça monte en général, juste en termes de croissance économique dans ces pays-là déjà. Mais voilà, il y a plus de limites. Et je pense, on va avoir une liste de pays où l'importance de nous va juste diminuer peu à peu. Il ne faut pas surestimer notre importance. On est juste une forme de financement. Non, on est là pour remplir un vide. Et ce vide, dans certains pays, voilà, ils ont trouvé autre solution. Alors, moi aussi, je pense on va être là encore certainement 20, 30 ans. Et si vous faites un bon boulot, on a plus d'institutions qui vont évoluer. On peut les considérer chez nous aussi. Mais les autres thèmes d'impact vont gagner d'importance. En même temps, il y a des défis là aussi. On est dans la question, est-ce qu'on est en compétition avec des banques locales? Si on fait ça de la Suisse, non? Et quel est l'horizon vraiment aussi pour les activités comme investisseur international dans la dette, dans des thèmes impact? Merci tous les deux. Je crois qu'on va laisser maintenant la parole au public pour voir si vous avez des commentaires, des questions à poser à notre Dream Team et MyViz. Merci. C'est une question en ce qui concerne la redistribution des valeurs selon la value chain. Donc, si on commence avec un taux pour l'emprunteur dans un pays en voie de développement de, disons, 15 ou 20%, quelle partie sont les frais de gestion de la société locale, sa marge bénéficiaire, à quel taux d'intérêt est-ce que vous prêtez à ces institutions, quels sont vos frais de gestion et quel est le coût du loan delinquency et enfin, quelle est la rentabilité que vous offrez à vos investisseurs. Et simultanément, lorsqu'on regarde la loan delinquency, quelles sont vos expériences dans la matière? Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges et comment est-ce que ça se déroule, surtout dans un pays où les institutions juridiques ne sont peut-être pas totalement fiables? Et comment est-ce que vous évaluez vos réserves pour la loan delinquency? D'accord. Donc, ce ne sont pas les midis de la microfinance, ce sont les après-midi de la microfinance. Donc, si vous voulez bien. On va peut-être prendre également une deuxième question, une troisième, comme ça on regroupe peut-être un petit peu les thèmes. Oui, ici. Ah. Ma question va être complètement différente et plutôt technique. Et ça tourne autour de la blockchain. Je ne sais pas si vous y attendez à ça. Je ne connais rien de la microfinance, je ne connais rien de la finance. Je suis un retraité qui s'est pris comme hobby la blockchain. Et c'est un domaine où même les hobbyistes, dans l'état où c'est, ont une chance d'être à peu près aussi bons que les experts s'ils s'y mettent. Et donc ma question c'est,
Comme le blockchain est un outil qui promet la désintermédiation, est-ce que vous avez pensé et comment voyez-vous les choses? Mais c'est peut-être aussi une question pour un après-midi. Blockchain. Okay. Et je pense qu'on avait une troisième question ici. Et puis après, on reprendra une autre série de questions peut-être. Parce que là, pour l'instant, on est jusqu'à 16h. Donc, D'accord, alors je peux y aller. Hein. J'avais une question par rapport aux aspects sociaux. La semaine passée, il y a eu la 10e édition de l'Assemblée annuelle de la Social Performance Task Force en microfinance, dans laquelle il y a un groupe de travail spécifiquement dédié aux investisseurs en microfinance. Donc, je me posais la question, quels sont vos outils, vos approches vis-à-vis de la performance sociale? Large aussi. Donc on a trois questions. On a une question de redistribution de la valeur du taux d'intérêt chargé à l'IMF jusqu'à la management fee du gestionnaire, avec l'ensemble des différents aspects de coûts opérationnels et ainsi de suite. La question fintech, blockchain, et comment est-ce que ça va influencer le secteur de la microfinance, puisque ça aide à la désintermédiation également. Et je pense que c'est une question spécifiquement responsibility sur les aspects sociaux et comment est-ce que vous intégrez ces outils-là. Donc, qui veut se lancer sur la redistribution de la valeur? Je peux adresser peut-être la question, parce que c'est une question importante qui vient aussi souvent, et nous avons dans le temps appris que il faut être absolument transparent là-dessus. Si vous allez sur notre site web, vous allez trouver une catégorie sur explication de taux d'intérêt. Vous trouvez les statistiques extrêmement précises sur cette distribution. Des valeurs, ce qui est formulé d'une autre manière, c'est comment on couvre les coûts et qui génère quoi comme bénéfice dans cette chaîne. Et la première réponse, pour être bref, c'est que la plus grande partie de ces coûts d'intérêt restent dans les pays pour financer les opérations des institutions de microfinance. Et là-dessus, il y a un effet qui est important pour nous, c'est que si vous diminuez la taille moyenne des prêts, vous allez augmenter proportionnellement les coûts opérationnels par rapport à ça, et donc vous allez augmenter les taux d'intérêt si vous voulez juste couvrir vos coûts. Et donc, ça veut dire automatiquement, si on considère les institutions qui ont des prêts moins élevés, qui adressent peut-être les besoins des couches de population plus pauvres, on parle des structures de coûts qui, par la nature, sont un peu plus élevées. Donc, c'est un effet que les gens, parfois, ne comprennent pas, mais qui est extrêmement important. Donc, de là, nous, en moyenne, on a des rendements sur nos transactions en euros, donc après coût de couverture, qui sont à peu près à 7,5%. Et là, nous rendons à nos actionnaires entre 2 et 3% selon la classe d'action en minimum. Normalement, il doit être un peu plus élevé. Donc, vous déduisez qu'il y a des coûts de la liquidité entre ça, parce qu'on doit regarder certaines parties en liquidité qui, d'ailleurs, commencent à nous coûter. On a des intérêts négatifs qui s'appliquent à nous maintenant. Et les coûts opérationnels de la structure. La fintech et la microfinance. Ouais. Je voulais juste dire, parce que ça c'est une question qui revient souvent, et nous aussi on a des publications sur notre site web où vous pouvez vraiment bien voir c'est quoi les composantes dans ce breakdown. Et peut-être juste pour ajouter, si on regarde ça dans le temps, on voit aussi que le rendement de ce portefeuille, ce qui charge les institutions microfinance aux clients, quand même, ça revient chaque année un peu. Ils deviennent plus efficaces aussi des coûts opérationnels, et le coût de financement. Bon, ça c'est largement la même chose depuis des années. Il y a des fluctuations aussi avec l'IBOR, des choses comme ça. Mais blockchain. Blockchain, fintech. Ouais. Bon, honnêtement, on commence une réflexion là-dessus. C'est un thème vaste et complexe, et on ne le voit pas trop dans la microfinance. Là, il y a plus les mots-clés, c'est big data, des choses comme ça. Je pense blockchain, si je comprends bien, c'est plutôt qu'on a des transactions vérifiées, décentralisées,
je ne suis pas sûr que c'est ça ce qui est nécessaire dans la microfinance, non? Parce que le défi de la microfinance, c'est les coûts de livraison, non? De vraiment gérer ça bien. Et certainement beaucoup de technologies qui sont importantes là-dedans, mais le blockchain, je ne suis pas expert, mais je m'en doute un peu. Ouais. Peut-être ça c'est plus important pour des transactions plus grandes. Ouais. Mais FinTech en général, ouais, c'est un thème énorme. Et je pense aujourd'hui plus une question d'équité. Comme investisseur, il n'y a pas... Moi je suis responsable pour la dette et il n'y a pas de demande de dette des côtés société FinTech. Mais on regarde ça de très proche et on est investisseur équité dans les fonds propres, dans des IMF et des banques. Et pour eux, les institutions, la question de technologie, c'est très très important. Ouais. J'espère que ça. Il y avait une troisième question concernant les outils de social reporting, social impact. Ouais. Alors, sur le niveau théorique, non, je pense qu'il est important à distinguer, c'est les effets négatifs que peut avoir la microfinance, non, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ça peut arriver. Et après, c'est les effets positifs qu'on essaie de mesurer. Je pense que c'est vraiment deux thèmes différents. Non? Et, chez nous, on a fait une décision qu'on se focalise surtout à limiter, éviter les effets négatifs. C'est-à-dire dans notre due deal, on essaie de vraiment faire attention aux questions de surendettement, qualité de underwriting, KYC des clients, des choses comme ça. Non? Fair client treatment. No undue pressure, toutes ces choses-là. Et on ne requiert pas des certifications, hein, parce qu'on travaille avec plein d'institutions qui sont dans un autre monde, ils font du leasing, il n'y a pas de certification là-dessus. Alors on n'a pas appliqué ça à travers le board, mais on a dit si on veut travailler avec des institutions où il y a vraiment des warning lights, on va attendre jusqu'à ce qu'ils ont fait une revue externe. Alors ça peut arriver. Maintenant, ce qui est mesurer les effets positifs, je pense que c'est juste très très difficile. Et on a fait beaucoup d'efforts. On a eu un système de scoring, la mission et tout ça. Et on a vu à la fin que c'est beaucoup d'efforts. Ça reste très vague. Ça mesure pas vraiment l'impact en tout cas. Hein. Et alors pour nous, on a dit et les investisseurs peut-être ils demandent même pas ce niveau de détail. Hein. Alors nous, on se focalise vraiment de faire attention. C'est quoi notre univers d'investissement? Qui est-ce qu'on veut intégrer là-dedans? Qui est-ce qu'on ne veut pas? Parce qu'on pense que ce n'est pas la microfinance qu'on veut soutenir. Et après, on essaie de vraiment faire l'allocation des fonds qu'on a plutôt rationnelle sur le volet risk-return. Parce que les institutions qui sont éligibles, ils sont éligibles. Et je pense dans l'approche après avec 1,7 milliard et tout ça, on a quand même assez d'impact, peut-être pas avec chaque institution dans cette intensité, mais on cible l'ensemble et on peut atteindre cette taille et se permettre certaines institutions juste parce qu'on a cette taille aussi. Peut-être juste pour rebondir rapidement là-dessus, très, très, très rapidement. Et donc, pour nous qui peuvent peut-être, vu notre marché un peu plus petit, être plus sélectifs, donc ces aspects sociaux sont très importants. Ils font partie vraiment ils sont intégrés dans les processus due diligence qui a des critères sociaux. Et notamment, nous sommes à un point où l'industrie de la microfinance s'est mise d'accord sur qu'est-ce que doit être le consensus en termes de performance sociale, les indicateurs qui vont être collectés. Donc, toute l'industrie va devenir plus sophistiquée à régaler les choses. Je vous invite d'ailleurs, donc, comme vous sentez, c'est un thème qui est important pour nous parce qu'on a toujours dit nous sommes un fonds qui a une forte vocation sociale, où peut-être les aspects sociaux sont même la première raison d'être pour nous d'exister. Et on a l'année dernière publié un rapport sur la performance sociale où on a essayé de mesurer notre portefeuille contre des indicateurs relativement objectifs, ce qui n'est pas un exercice facile, mais qui est pour nous une première étape pour tester qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les données qu'on a. Juste une parenthèse fermée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y avait une question dans le fond. Voilà.
Oui, merci. Peut-être plutôt une question à Caspar, mais aussi à Accountability. Tu as parlé de nouveaux venus dans le marché, nouveaux fonds qui arrivent, etc. J'ai une question sur, peut-être un peu générale, une analyse quantitative. Combien on en a et quels sont les survival rates? Combien est-ce qu'ils montent et meurent depuis après, ce qui est intéressant. Deuxième question, qu'est-ce qu'un fonds comme Accountability et LMDF, donc le D de développement, pourra faire pour justement fortifier les bilans avec des produits, peut-être des garanties sur des prêts, etc., des prêts peut-être en monnaie locale, etc., pour justement aider les nouveaux venus de se renforcer sur le marché. La première question, c'était sur les pertes des institutions, microfinance non, je pense que c'est plutôt sur les nouveaux MIVs qui sont arrivés dans ces dernières années. Donc on compte plus ou moins... je vais laisser répondre Caspar. Moi, je pense que les MIVs, c'est un marché que depuis certaines années, c'est déjà un marché bien développé, divers, il y a plein d'acteurs. Je pense aujourd'hui, pour un nouveau acteur de s'établir dans ce marché, c'est vraiment difficile. Parce qu'on parle de liens avec des institutions de microfinance qui, pour nous, ont maintenant 7 ans plus l'historique Lux Mint. Donc, on parle de plus de 10 ans de relations avec des institutions. Je pense que le niveau de ces interactions, la qualité de ces échanges, au-delà des aspects commerciaux comme quel taux, quelle durée, etc., sont des aspects importants dans l'industrie de microfinance. Donc, si aujourd'hui quelqu'un veut lancer un fonds microfinance, avec une nouvelle équipe, partir de zéro, j'imagine que ça sera difficile. C'est peut-être la réponse à la première question. La deuxième question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses au niveau adéquation de financement pour le développement des institutions qu'on finance? Moi, je pense on est tous poussés vers plus de complexité. Parce que, comme nous avons dit avant, il y a plus de financement disponible à tous les niveaux. Donc, la question de la complémentarité de ce que nous offrons par rapport à l'épargne avec des marchés financiers locaux, c'est des questions qui se posent. Et je pense, par exemple, aller vers des prêts subordonnés, aller vers des instruments plus complexes qui peuvent vraiment appuyer des projets de l'IMF où elle a la difficulté de financer ça avec des instruments locaux. Je pense que ça, c'est une tendance qui commence et qui va clairement rester. Et donc, ça veut dire que nous, on doit aussi se développer avec ce marché des institutions de microfinance en répondre à leurs besoins. Je ne sais pas si... Non, en général, je suis d'accord. Je pense... Est-ce que le secteur aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin d'un nouveau acteur grand taille qui fait un peu la même chose que tout le reste fait déjà? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a toujours de l'espace pour des acteurs peut-être un peu plus petits qui ont un cible spécial. Il y a toujours des niches, non? Mais sinon, ouais, le marché des MIV, c'est bien développé aujourd'hui. Et ce que tu as dit aussi, le track record de 10 ans, c'est très très important. Non? Il y a beaucoup d'investisseurs qui pour eux, c'est le seuil d'expérience avant d'investir. Alors si on commence avec quelque chose de nouveau dans la dette microfinance, ouais, je ne suis pas sûr. Maintenant, sur la gamme des produits, il y a un grand limite, c'est la régulation. Hein? On a des fonds qui sont quand même sous des règles. Non? On ne peut pas offrir tout ce qu'on veut. Et ça c'est un limite énorme. Non? Alors nous, on a essayé toujours de diversifier. On fait la dette subordonnée depuis des années, mais ce n'est pas un produit complexe à la fin. Non? Ouais, on a essayé de faire quelque chose sur des lignes de liquidité, mais là, les économies, c'est difficile. Monnaie locale, c'est le thème depuis toujours. Il n'y a pas vraiment de solution pour ça. Il y a des risques de taux de change et quelqu'un doit les assumer. Mais il y a plus d'outils maintenant. Nous aussi, aujourd'hui, on a vu à 10% qu'on fait sans hedge dans monnaie locale. Alors ça reste limité, mais avec des volumes importants, c'est quand même quelque chose. Ouais. Après, je pense pour des
le voie de développement pour les institutions microfinance, à la fin, c'est vers les marchés capitaux locaux. Non? Alors, est-ce qu'il y a des bonds qui peuvent lancer? Est-ce qu'il y a des produits, des déposits, des institutions, des choses comme ça? Peut-être c'est pas notre rôle de copier ces instruments-là parce qu'ils vont se développer localement. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Marc, avant de clore la session. Oui, bonjour. Une question par rapport aux produits que vous pourriez distribuer, soit au niveau local, soit au niveau du fonds lui-même pour les investisseurs. Au niveau de l'assurance, est-ce que vous avez pensé à des partenariats locaux pour de la microassurance et ou offrir des garanties au niveau des investisseurs du fonds, notamment en agriculture, pour prémunir les investisseurs de la survenance de tel ou tel événement extrême dans l'un ou l'autre pays, par exemple? Okay. Donc, microassurance, oui, c'est un thème qui est intéressant. Et si on regarde de près, la nature même de l'assurance veut dire qu'il y a déjà, ça peut que fonctionner s'il y a un relativement grand chiffre au niveau du numéro de clients. Ce qui fait que, je pense, le lien qu'on a fait microassurance égale microfinance n'est pas tout à fait vrai. Et je pense donc que c'est quelque chose qui fonctionne comme marché un peu différemment parce qu'il faut cette agrégation importante au niveau des clients finaux et il faut notamment des structures de distribution qui sont aussi un peu différentes que les structures de distribution classiques dans la microfinance. Mais c'est un thème qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on observe, on a certains projets qu'on regarde, donc c'est pas exclu. Le deuxième volet c'est peut-être en abstraction, qu'est-ce que peut faire la microfinance pour répondre à certains grands défis de développement? Vous avez cité développement au niveau monde rural, agriculture, petit agriculteur. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y a égalité homme-femme. Il y a tout le thème accès à l'éducation. Je pense que c'est tous des thèmes qui sont importants où on voit de plus en plus d'innovation au niveau de certaines institutions microfinance, au moins qui s'ouvrent à innover en trouvant des solutions locaux, parce que dans tous ces domaines, il y a des besoins de financement qui sont énormes. C'est pas facile de trouver la solution pour ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Ouais, juste rapide de mon point de vue, je pense microassurance, c'est un thème equity. Alors pour nous, pour la côté dette, à la fin, c'est des institutions qui rassemblent beaucoup de primes et les investissent. Les institutions d'assurance font partie d'un secteur capital locaux important. Et si ça développe, c'est presque peut-être une compétition pour nous. Alors sur la dette, oui, on a vu quelques demandes, mais là, c'est plutôt des sociétés de brokerage, non, pas les assureurs leur-mêmes. Et là, on entre dans un thème plutôt de working capital pour des PME. Alors ça, c'est plus vraiment ce terrain de mon point de vue. Mais il y a des opportunités, mais elles n'ont pas une grande échelle, hein, de ce que moi j'ai vu. Et sur l'équité, oui, on s'intéresse aussi. On a regardé certains cas. Le problème là, pour nous, c'est on n'a pas la compétence. Je pense si on va vraiment faire des investissements dans des fonds propres, il faut ajouter un peu plus que l'argent, bien sûr. Et on n'est pas encore sûr si c'est un volet où on peut vraiment, dans des 5 ans qui viennent, faire un portefeuille de 15-20 investissements qui peut donner un bon fonds. On est encore dans la phase recherche. Et le deuxième volet, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'était sur l'assurance dans le côté agriculture. Alors sur le niveau IMF, c'est un peu la même réponse aussi avec les assurances risques de pays et tout ça. On a regardé, mais à la fin, c'est nous qui veut avoir ces risques. Non, c'est notre rôle de prendre ces risques et on est rémunéré pour ça. Alors on ne veut même pas les vendre à quelqu'un d'autre. Hein. Et dans l'agriculture, là, on investit directement. Là, on est quand même
on explore les options d'avoir des garanties. Merci Martin. Malheureusement, je pense qu'il est l'heure. Je vais appeler Sarah Canetti, qui est responsable de l'unité d'investissement chez ADA, pour faire un résumé en quelques minutes de cette session. Non, ça ne fonctionne pas. Pareil, il va falloir me... Si, vous m'entendez, excusez-moi. Bonjour à tous. Merci pour votre attention pour les 5 prochaines minutes. Je sais que ça va être les plus difficiles. Donc, je suis Sarah Canetti, je suis responsable des investissements au sein de ADA, donc qui agit comme fund advisor pour le fonds d'investissement LMDF, qui a été créé donc à l'initiative de ADA il y a de cela 6 ans. Donc, quelle problématique intéressante que de réfléchir et d'échanger sur les enjeux actuels des fonds d'investissement, leurs défis, leurs opportunités, puisqu'on sait en plus que 50% du volume investi en microfinance transite par le Luxembourg. On a pu échanger et discuter sur un certain nombre de défis que rencontrent les fonds d'investissement actuellement, des défis un peu plus de marché. On a parlé des risques liés des défis liés aux risques politiques, économiques. On a entendu le cas de l'Azerbaïdjan actuellement. Des défis liés aux risques réglementaires, liés à la volatilité de la monnaie. Comment arriver à proposer des lignes de financement en monnaie locale à des partenaires financiers quand on sait que parfois le taux de couverture de change excède 50%. On a eu l'occasion un petit peu d'aborder les défis opérationnels. On sait donc qu'il y a une concurrence de plus en plus forte au niveau des fonds d'investissement sur un segment de la microfinance qui est finalement relativement restreint. Et pourquoi ce constat principalement, excusez-moi. Pourquoi ce constat? Donc déjà, on voit que 1% des institutions de microfinance absorbent 59% du volume investi par les fonds d'investissement et qu'en contrepartie, on a 98% des institutions de microfinance qui bénéficient seulement de 6% du volume investi. Donc pourquoi ce constat? On l'a vu, donc Caspar l'a expliqué, donc c'est des institutions qui vont être plus petites. Et comment atteindre des institutions plus petites? Comment faire des deals de 200 000 euros? Comment arriver opérationnellement pour un fonds d'investissement? Ça va être beaucoup plus coûteux de faire un deal de 200 000 euros qu'un deal de 5 millions d'euros. Et justement, face à ce constat, j'aimerais mettre un petit peu en lumière ce partenariat entre ADA et LMDF, qui est finalement un partenariat assez atypique dans le secteur, puisqu'on va avoir un véhicule d'investissement privé en partenariat avec un fund advisor qui est une ONG. Mais ça nous permet justement, c'est ce partenariat qui va nous permettre de viser et d'atteindre des institutions de microfinance qui vont être plus petites. Quelques chiffres pour illustrer ces propos. Donc, on sait qu'on est parmi nos institutions financières, 20%. Pour 20% de nos institutions financières, nous sommes le premier investisseur international. Et pour 50% des institutions financières, nous sommes parmi les 3 premiers investisseurs internationaux. Et face un peu à cette fragilité structurelle que ces institutions peuvent présenter, on sait que 70% des institutions financées par le véhicule d'investissement LMDF ont bénéficié d'un appui technique de la part de ADA, que ce soit une formation, un appui technique ou un cofinancement de rating. Donc voilà, donc on voit qu'on a un marché relativement assez hétérogène au niveau de l'accès au financement des fonds d'investissement sur le marché de la microfinance, liés à des défis, mais ça peut également représenter des opportunités pour certains fonds qui vont se positionner sur des marchés moins desservis. Donc là, on voit toute la complémentarité entre Responsability et LMDF. Lors de ce panel, on a également pu voir un peu la tendance du secteur. Donc on voit que les fonds d'investissement croient entre 10 et 15% ces dernières années. Finalement, ça rejoint un peu le taux de croissance de la microfinance. On a cette tendance également que l'on note au niveau local des institutions à se financer de plus en plus localement, dette locale, l'épargne. Mais les professionnels s'accordent à dire que les fonds d'investissement devraient rester la principale source de financement, au moins pour les 3 prochaines années à venir. Mais donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui va en advenir par la suite? Quelle stratégie de croissance? Vers quoi vont aller les fonds d'investissement? Et là, donc, on a eu un certain nombre d'éléments de réponse à travers ce panel.
On voit que la microfinance a tendance à se diversifier au niveau des produits, au niveau des canaux de distribution. On parle beaucoup de mobile banking, de fin-technologie, qui pourraient éventuellement permettre d'augmenter l'impact, l'échelle que celle actuelle, excusez-moi. Et une diversification de la microfinance. On voit que les spectres s'élargissent, on en a beaucoup entendu parler, l'éducation, la santé, la fine technologie, le financement des PME, ce sont autant de spectres. On parle d'ailleurs de finances inclusives qui peuvent représenter donc des opportunités pour les fonds d'investissement. Et donc je vais conclure là-dessus. Donc finalement, c'est passionnant de voir comment les fonds d'investissement vont évoluer dans les années à venir. Est-ce qu'ils vont plutôt croître sur tout ce marché de la microfinance qui est relativement peu desservi actuellement, ou est-ce qu'ils vont plus aller vers la diversification? On voit que les plus grands fonds type Responsability envisagent plutôt une stratégie d'expansion sur une diversification des secteurs investis. Et en parallèle, on voit l'émergence de plus petits fonds qui essaient de se positionner sur des marchés moins desservis actuellement. Et voilà. Et juste peut-être pour terminer sur un dernier point qu'on a évoqué, c'est peut-être aussi l'enjeu actuel va être la réaction des investisseurs face aux résultats un petit peu plus mitigés sur cette dernière année. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez pu tirer profit de tous ces échanges. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Sarah. Et merci pour Arnaud, non? Alors, juste avant que vous ne vous sauviez pour aller au lunch offert aujourd'hui, donc je voulais justement faire deux annonces. D'abord, Caspar a mentionné le rapport, qui est un rapport très intéressant concernant l'impact social généré par LMDF de 2010 à 2015. Le rapport est disponible sur leur site web et un rapport qui vient de sortir en fait pour pouvoir approfondir le sujet vient de sortir par Responsability sur le Market Outlook en microfinance, qui est un rapport très détaillé, une cinquantaine de pages sur les vues. Alors, dans les remerciements, donc je voulais remercier Lucienne Andring pour le mot de bienvenue, ainsi que la Banque du Luxembourg pour le support de ce midi de la microfinance, Sarah Canetti pour sa conclusion, la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire luxembourgeoise, le réseau Infine, qui est notre réseau de finances inclusives ici, vous tous d'avoir participé, évidemment ma Mannschaft de luxe aujourd'hui, qui je pense peut être applaudi parce que parler pendant 1 heure en étant allemand en français avec tant d'éloquence, je pense que ça mérite tous les applaudissements. Alors, le prochain midi de la microfinance sera prévu en octobre sur la microfinance et l'islam, et je vous souhaite un bon appétit. Yep.